Et bonjour à tout le monde, on se retrouve du coup en différé cette semaine. Merci les petits soucis techniques et audio hebdomadaires. On a quand même trouvé la solution, donc normalement vous allez tous nous entendre correctement cette fois-ci, cette semaine. Et En normalement, toute pour les sérénité. prochaines fois, on sait comment faire. On a trouvé la solution après bien 2 heures de recherche. Mais on a trouvé. Et on Qui peut. ont failli faire couper le documentaire sur Lens, encore une fois. Ça encore, c'est un effet secondaire qui est relativement bénin. Donc on peut s'en passer, mais on peut quand même lancer le live. Enfin, lancer le live. Le live slash différé concept. Et on a quand même pas mal de choses à revenir. Tout d'abord, on va se lancer dans l'actu avec Hugo et Bastien toujours en rendez-vous pour Tailgate on Campus, 4e opus cette semaine. Et petit teasing d'ici quelques minutes, le débat sera sur la situation des transferts en NCAA. Est-ce que la situation actuelle est bénéfique ou est-ce qu'elle est alarmante? Je sais qu'on a tous des avis différents sur la question, donc ça risque d'être assez sympa. Pour commencer, les actus, Hugo, Bastien, on se lance foot, basket en premier. Allez, football d'abord, honneur au sport secondaire. Ouh, ça tacle direct. Tacle au niveau des chevilles, carton rouge. C'est un gros sac. Donc, Petite blague de footballeur américain. on avait remarqué, mais on n'avait pas soulevé. On va commencer par l'actu la plus ancienne, qui est déjà il y a une bonne semaine, qui est tombée. On avait parlé du calendrier de pré-saison, qui est exceptionnel en football. Et on avait déjà précisé que ça devrait commencer aux alentours de mi-juillet, pour une reprise, a priori, au niveau de la Week 1 originelle. Donc, à temps pour la saison 2020 de football. Mais on a eu quelques détails. Par exemple, sur le programme spécifique des différentes semaines de pré-saison. Donc, pour commencer, c'est. Combien de semaines? C'est 2 semaines avec 8 heures hebdomadaires de conditionnement physique et d'analyse de film. Donc, c'est pas d'entraînement à proprement parler, c'est les premières activités sportives. Donc, ça, c'est à partir du 13 juillet. Et à partir du 24 juillet, on passe à des semaines de 20 heures d'activité sportive hebdomadaire. Et ça comprend toujours le conditionnement physique à hauteur de 8 heures par semaine. Donc, c'est musculation, c'est vraiment se remettre en forme. C'est également compris 6 heures de walkthrough. Donc en fait, c'est des entraînements sans contact, pour faire simple. Et ensuite, il y a 6 heures de réunion d'équipe. Donc ça, c'est surtout des réunions, que ce soit générales avec tout le roster dans une salle pour discuter avec le head coach. Ou alors, ça peut être des réunions avec des entre positions spécifiques, donc entre quarterback, entre running back, entre receiver, entre cornerback, defensive line, offensive line, etc. Et du coup, ça, c'est à hauteur de 6 heures par semaine. Et à partir du 7 août, donc 3e étape, c'est le début du camp d'été classique, traditionnel, que les équipes ont l'habitude de faire. Et ça comprend 25 entraînements officiels qui sont autorisés sur une période de 29 jours. Donc c'est possible de faire 2 entraînements par jour, d'avoir des journées sans entraînement. Donc en gros, la NCAA a décidé de rattraper le temps perdu en condensant les spring practices avec le camp d'entraînement estival. Est-ce que vous trouvez que c'est une décision judicieuse? Je pense que c'est surtout risqué pour les joueurs. Parce qu'en condensant, forcément, le risque de blessure va augmenter de façon exponentielle. Je pense que même si ça reprend progressivement de 8h à 20h, etc., je pense qu'une reprise sèche va faire de passer de d'aucune heure d'entraînement, même s'ils s'entretiennent forcément, etc., à 8 heures d'entraînement. Les premières semaines, ça va être assez risqué pour les joueurs. Alors, avoir un choc pareil toutes les 2 semaines, je pense que ça va être risqué. Mais bon.
Ouais, je suis d'accord. On voit en NBA, c'est déjà la grande question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de blessure pour les joueurs, alors qu'on parle de joueurs millionnaires qui ont en plus de moyens pour s'entraîner quand même. Là, on parle de collège football player, donc des gens qui sont sans doute retournés dans leur famille, qui n'avaient pas forcément justement les terrains adaptés pour s'entraîner et se maintenir en forme. Et on leur condense enfin, en quelques semaines leur entraînement de remise en forme. Ça risque d'être un peu tendu quand même. Et je pense que l'année prochaine, il y aura pas mal de blessures malheureusement. C'est clairement un risque. La santé avec tous ces entraînements et ces activités qui sont condensés en l'espace d'un mois et demi, en somme, du mi-juillet à la reprise en fin août, ça peut être compliqué. Après, je pense que les différentes administrations universitaires veulent jouer cette saison coûte que coûte. Et à mon avis, la santé des athlètes, c'est pas leur priorité. Ouais, mais en plus, là, avec toutes les équipes qui ont des cas de coronavirus, enfin, franchement, il va y avoir des équipes qui, le 13 juillet, vont pas pouvoir s'entraîner. Enfin, ils pourront rien commencer. Le conditionnement, ça risque de passer un peu dessus. Enfin, parce que si, il suffit qu'il y ait un, deux joueurs qui soient contaminés, ils sont obligés de mettre tout le monde en quarantaine, plus d'entraînement, plus rien. Enfin, c'est... Que tu penses que dans le Bah, Texas, ils vont les mettre en quarantaine? Bah, mine de rien, c'est pour la santé de tes joueurs et de tes coachs, hein. J'espère qu'ils le feront. Après, on est quand même sur des endroits où on n'a pas fait de test aux joueurs quand ils sont venus sur les campus. Je pense que Ouais, mais là, aux États-Unis, ils sont en train de capter quand même que c'est finalement pas si rigolo que ça. je te remercie, parce que, En tout cas, moi, j'espère que pour préparer leur saison pendant la période de conditionnement, ils vont penser à regarder la liste de films Midnight on Campus pour les occuper. ouh, ouh, promotion, on vous mettra, shameless plug. on mettra le lien dans la description, hein, pour- Et évidemment. Mais en tout cas, qu'on se le dise, cette liste a été très efficace pendant le confinement parce que je l'ai un petit peu poncé. Et moi aussi, au final. Non, à part ça, ouais, en Euh, vrai, c'est assez risqué, hein, mais bon, ça changera rien. Et de toute façon, mais on s'en rendra très rapidement compte, hein. Dans 2 mois, on sera fixé. Je pense qu'on aura déjà, pendant les entraînements, pendant les semaines d'entraînement, des joueurs qui risquent de se faire couper en plein vol. on n'espère pas qu'il y ait une augmentation des blessures Bah, en c'est sûr, hein. 2020. Mais tu parlais de quarantaine, certains programmes, je pense par exemple à Kansas State qui a arrêté ses activités physiques volontaires avec la recrudescence de cas positifs au Covid-19. Ça risque d'être commun d'ici les prochaines semaines, surtout que Ah les cas ouais. se multiplient. Par exemple, 30 cas positifs à LSU, 28 sur l'ensemble des athlètes et 23 dans le programme de football de Clemson. Ça commence à faire un petit peu de monde et à chaque fois c'est parce que c'est des sorties extra-sportives. Ah, mais tu vois, ces équipes-là, elles vont jamais reprendre avant au moins mi-juillet, le temps que tout le monde soit. Enfin, c'est c'est un gros risque pour les joueurs, hein. C'est un gros risque. Bah, de toute manière, on aura plus d'informations dans les semaines à venir par rapport à l'évolution de la crise sanitaire dans les programmes universitaires. Mais autre actualité chaude, on va dire, et je pense que le très mot chaud, n'est pas galvaudé, très chaud. très chaude, on reste dans le sud des États-Unis et on se dirige dans l'état du Mississippi parce que le running back star de Mississippi State, donc Kylin Hill, qui est possiblement le meilleur running back de la conférence SEC en 2020, tout du moins il est dans le top 5 facilement, il a indiqué qu'il ne jouerait plus à partir d'aujourd'hui, enfin du moment où il a indiqué cette information, qu'il ne jouera plus tant avec les Bulldogs tant que le drapeau de l'État du Mississippi n'aurait pas changé. À savoir que le drapeau du Mississippi, et ben à l'intérieur de ce drapeau-ci, le drapeau confédéré existe toujours.
C'est pas le seul État, je crois l'État de Géorgie a encore une petite trace également du drapeau confédéré dans son drapeau d'État. Mais c'est un gros coup de pression infligé par Kylin Hill au niveau de sa fac, donc Mississippi State. Mais la conférence SEC et la NCAA ont également mis la pression sur l'État du Mississippi pour revoir son drapeau. Parce que pour ceux qui ne savent pas, mais le drapeau confédéré est quand même considéré comme raciste. Donc je parle d'un point de vue personnel. Regardant un sport comme la NASCAR, je ne sais pas si vous êtes tous adeptes de ce que c'est. Donc sport automobile américain de stock car, donc sur les ovales. Très bien ancré dans le sud des États-Unis, des pilotes originaires du Mississippi ont déjà enlevé le drapeau de l'État de leur combinaison pour inciter au changement et pour indiquer leur mécontentement vis-à-vis du drapeau. Donc Kylin Hill n'est pas seul dans ce combat face au drapeau de l'État. Et avec la pression d'instances comme la SEC et comme la NCAA, ce serait intéressant de voir si l'État va changer de position et va instituer un nouveau drapeau. En considérant les tensions raciales à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est quand même un petit peu difficile de garder le drapeau dans cet état, dans l'état actuel, donc avec le drapeau confédéré inclus à l'intérieur. Bah, je suis d'accord. C'est quand même compliqué et au moins, tout du moins, Kylin Hill peut lancer un débat et peut lancer une évolution sur ce point de vue. Mais et c'est ce que ont lancé d'autres athlètes ces derniers temps. On pense par exemple pour le droit de vote pour s'inscrire sur les listes électorales et le droit de vote des athlètes étudiants. Marvin Wilson à Florida State, entre autres, a lancé un débat. Chuba Hubbard à Oklahoma State a lancé plus qu'un débat, a lancé une mutinerie à Oklahoma State pour faire changer Mike Gundy avec ses vues un petit peu, on va dire conservatrices. Il a dit on va dire conservatrices. Il a dit qu'il a changé. En 15 jours. En 24 heures, ouais. Même pas, en 24 heures, il a changé. 5 heures. Tout va bien. Bref, mais en tout cas, Chuba Hubbard a lancé un débat sur l'affectif de Mike Gundy, etc. Kylin Hill peut faire de même avec le drapeau de l'État du Mississippi. Mais même si je suis d'accord avec toi, Bastien, le changement n'arrivera pas en 2 semaines, on est d'accord. Mais tout du moins, c'est bien de lancer le débat et de lancer un changement global, un changement culturel. Il faut le débat. Oui. Je pense, tu parlais de la liste de films et de séries, de documentaires sur Midnight on Campus tout à l'heure, Bastien. Parmi un des 30 for 30, il y a Ghosts of Olemis, qui fait état des premiers athlètes et même étudiants afro-américains acceptés à l'université d'Ole-Miss au moment des Jim Crow Laws et du coup de la ségrégation raciale dans les années 60-70 aux États-Unis. Donc, l'État du Mississippi est quand même largement implanté dans ces problèmes de race et de ces problèmes de ségrégation et d'esclavagisme. Donc, changer le drapeau de l'État est quand même un effort substantiel. Non, c'est vrai. Et en fait, je suis en train de regarder et il y a un truc que j'avais pas pigé, c'est qu'il a été changé le drapeau en 1894 et donc après la guerre de sécession. Ouais, non mais je savais pas, je pensais que c'était le drapeau historique moi, de l'État. Après c'est pareil, changer le drapeau, ça changera pas la mentalité des gens dans le Mississippi. Non, mais effectivement, en fait, là, c'est vrai que quand tu vois que le drapeau a été changé en 94, c'est que les mecs, ils ont quand même eu le cheminement de se dire, ça rappelle cette époque-là, donc on va mettre ça. Alors, on parle du drapeau de l'État du Mississippi depuis tout à l'heure, mais pour ceux qui ne l'ont pas sous les yeux, pour faire simple, c'est un fond bleu-blanc-rouge. On pourra le mettre également. C'est un fond bleu-blanc-rouge comme la France, mais avec des bandes horizontales. Et le quart en haut à gauche, donc un peu dans la même veine que le drapeau des États-Unis avec les étoiles et les bandes blanches et rouges. Ce carré-là, c'est le drapeau confédéré. Texto.
Il est juste inclus au sein du drapeau de l'État du Mississippi. Il est là le problème. S'il y avait que 3 bandes, il n'y a pas de souci. Mais Après, c'est un débat, je pense, qui sera assez long. En plus, si, il n'y a pas que Kenny Hill. Comme on l'a dit, il y a la SEC, il y a toute la NCAA qui est derrière. Je pense que ça. On en parlera tout l'été, on aura encore l'occasion d'en reparler. Ouais, ça serait pas inintelligent de le changer parce que la référence de ce drapeau, la manière dont ça a été fait, effectivement, est quand même un hommage à une époque ségrégationniste et dégueulasse. Exactement. Ouais, dégueulasse. On va finir sur ce mot. On va finir cette petite section sur ce mot fort approprié. Et du coup, on va continuer. Alors rapidement, on va glisser cette news pour ceux intéressés. Donc certainement pour les fans de Louisville et de NC State. Hein, écoute bien, Bastien. Mais le match entre ces deux équipes qui était prévu pour la première semaine de reprise a été déplacé. Enfin, techniquement, c'est la seconde, puisqu'il était prévu le 3 septembre, qui est un jeudi. Mais le Kentucky Derby, donc qui se déroule à Louisville, historiquement, a été déplacé avec la quarantaine aux États-Unis au 3 septembre. Et du coup, pour éviter de se marcher sur les pieds, les deux universités ont accepté de déplacer leur match au 2 septembre, donc la veille, un mercredi soir. Donc le match entre Louisville et NC State aura lieu le 2 septembre, donc certainement la nuit pour nous, mais à se souvenir, on aura un match de football un mercredi soir. Et avec une victoire de North Carolina State University, vous vous en doutez. Je ne mettrai pas ma main coupée. Moi non plus. Et du coup, pour terminer sur le football, on va passer de l'autre côté des États-Unis. On va aller en direction de l'État de Washington, et plus précisément à Seattle, puisque l'université de Washington, les Huskies, ont reçu un grade transfert assez intéressant au cours de la semaine d'un quarterback qui va être senior en 2020. On parle là de Kevin Thompson, qui était le quarterback titulaire depuis 2 saisons. Oui, 2 saisons. Ouais, 2 saisons à Sacramento State en FCS. C'est bien ça, Hugo, 2 saisons? J'ai un petit doute en le disant. C'est ça. J'ai vérifié, mais je crois que c'est 2 saisons. Et je pense surtout que c'est une bonne recrue pour Washington, qui vient de perdre Jacob Eason, qui a été drafté en NFL, et qui retrouve avec Kevin Thompson un quarterback d'expérience, qui va pouvoir faire la transition avec un quarterback du futur. J'ai perdu le nom, j'ai retrouvé également. Mais en tout cas, Kevin Thompson arrive, donc il est éligible immédiatement. Et on peut comparer ça, on pense aux différents quarterbacks qui ont posé leur valise à Oregon récemment. C'est bien 2 saisons. 2 saisons, très bien. Du coup, Kevin Thompson est quand même, c'est pas un peintre, puisqu'il a été nommé en 2019 le Big Sky Offensive Player of the Year. Donc clairement, ce sera pas le meilleur quarterback du college football, mais ça sera, pour faire une transition, ce sera un quarterback honnête. Et je pense que dans une conférence Pac-12 où on a beaucoup de, c'est pas toujours le niveau le plus élevé. Hein. Désolé à Louis. Aïe, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça sera un bon quarterback dans la Pac-12, je pense. Après, Washington, qu'on se le dise, c'est pas une équipe qui est réputée pour se reposer surtout sur ses quarterbacks. C'est plutôt souvent une très bonne défense, un très bon jeu au sol. Très bon jeu au sol aussi. Surtout en sachant que Miles Gaskin, j'ai un doute, il est revenu ou il est terminé son. Il a terminé, je crois. Miles Gaskin. Ouais, il doit être à Miami, je crois, chez les Dolphins. Possible, ouais, j'avais un doute, effectivement. Mais en tout cas, Jacob Eason s'est fait la malle. Il y avait il y avait un redshirt freshman l'année dernière, Jacob Sermon, qui est quand même pas mal attendu au tournant du côté de Seattle. Donc il va y avoir une petite compétition, mais c'est une bonne assurance tout risque de récupérer Kevin Thompson, parce que c'est quand même 3200 yards, 27 touchdowns et 8 interceptions en 2019. Certes, c'est le niveau FCS,
Mais Sacramento State a quand même réalisé une saison honnête en remportant la conférence Big Sky. Et en participant aux playoffs, si je ne m'abuse. Les premiers de leur histoire. En plus. Donc c'est pas un peintre. Et ça risque d'être un homme, peut-être, dont on parlera en 2020 du côté de Washington. Peut-être s'il connaît une bonne saison à l'échelle de la NCAA totalement. Exactement. Et est-ce que pour la prochaine news, on resterait pas dans l'état du Washington? Ah, pourquoi pas. Tu penses à quoi exactement? Trouver le nom, juste pour une petite information, j'ai retrouvé le nom du Ah. quarterback du futur, c'est Sam Howard, qui est un quarterback 5 étoiles. Voilà. Et qui arrive sur la classe de 2020, c'est ça, hein? 2021. 2021. Ok. Du coup, oui, la transition un peu foutue en l'air, mais c'est pas grave. Ça a été magnifique. Parce que du coup, on passe au ballon rond. Et du coup, qui c'est qui arrive dans l'état de Washington, Bastien? Eh bien, il y a un certain Canadien qui retourne. Enfin, non, il était à Iowa State. Mais bref, qui part un peu plus dans le nord, qui se rapproche de son pays, puisqu'il file à Spokane pour jouer à Gonzaga. Andrew Nembhard. Alors, on a beaucoup. Et ça, c'est le gros transfert. Ici, on l'avait dit sur cette chaîne. C'est vrai qu'on l'avait dit. C'est vrai qu'on l'avait dit. On l'avait dit. Andrew Nembhard à Gonzaga, c'est officiel. Donc, transfert. Il est à savoir qu'il n'est pas éligible pour la saison 2020 sans waiver, je pense. Je doute qu'il obtienne un waiver pour jouer immédiatement. Ce serait bizarre. Ce serait. On en reparlera. On en reparlera, c'est possible. Je doute. Personnellement, je doute. Je doute. Mais en tout cas, c'est une super addition pour Mark Few et les Bulldogs. Parce qu'on va pas se mentir, mais il y avait besoin d'un nouveau point de garde à Gonzaga en 2020 et Andrew en 2021. Parce que pourquoi? Il y a qui va partir après la saison 2020 des Bulldogs? Bah là, il y a Ayayi qui sera plus là. Il y a Jalen Suggs qui vient cette année, mais qui devrait faire qu'une saison. Il part pour être un one and done. Et qui sont les autres arrières, je les ai oubliés. Et mais globalement, il n'y aura plus personne. Il y aura un plus grand monde, en tout cas, sur les lignes arrière. C'est pour ça que c'est un très bon coup réalisé par Mark Few, parce que Andrew Nembhard va pouvoir passer une année à s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, à s'intégrer dans le roster et à taffer sur les points de son jeu sur lesquels il a besoin de travailler. Et je pense que cette année va lui faire le plus grand bien, parce que Mark Few est déjà un excellent coach. 2, le talent ne manque certainement pas à Gonzaga en 2020. Et suivre Jalen Suggs, certes, il y aura un petit peu de pression, mais avoir un mentor, c'est un petit peu dur de se dire qu'un joueur plus jeune va être le mentor d'un redshirt junior en 2021. Ça la fout un peu mal, mais Andrew Nembhard, je pense que c'est le deal gagnant pour lui. Et ouais. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour tout le monde, on est d'accord. Parce que déjà, pour Nembhard, il va à Gonzaga, avec un super coach, une super fac, où il va avoir malgré tout une médiatisation quand même, parce que Gonzaga va souvent très loin à la March Madness. Et en plus, pour Gonzaga et Mark Few, c'est tout bénef, parce que ils vont avoir Jalen Suggs. Derrière, ils ont 1 ou 2 années Nembhard, selon s'il va à la draft, etc. Donc tu boucles un cycle de 2 ans, 3 si tu as de la chance. Donc c'est vraiment parfait. Ton poste de meneur est rempli et tu peux commencer à développer un peu ton effectif. Et j'ai dit une bêtise, Ayayi pourra normalement toujours jouer, enfin il sera, sauf s'il part à la draft, toujours là en 2021, pour la saison 2021-2022, parce qu'il a été il avait été redshirt, freshman. une saison. Et ça peut faire un sacré secteur arrière, un duo Nembhard-Ayayi. On n'est pas sûr l'année prochaine. Hein. Pardon? Ayayi, on n'est même pas sûr qu'il revienne l'année prochaine. Pour l'instant, il s'est inscrit à la draft, mais on attend encore son mot officiel de est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il revient à Spokane. Là, cette saison, il tournait qu'à entre guillemets 10,6 points par match. Je pense qu'il gagnerait à revenir. Je pense qu'une année, ça serait parfait pour lui, vraiment. Après, pour être honnête, Joel Ayayi était plutôt un arrière qu'un meneur de jeu. Et l'année dernière, en tant que meneur de jeu
à Gonzaga, on avait également un transfert d'une saison. Donc il y avait Admon Gilder qui pouvait dépanner, mais on avait surtout Ryan Woolridge qui arrivait de North Texas. J'ai un doute en y réfléchissant. Je sais plus. Non, bon. UT Arlington. Ça, je m'en souviens. Non, je dis n'importe quoi. Faites comme si j'avais rien dit. CUSA, exactement, il était à North Texas. 4 passes par match, Woolridge. Il était bon. Mais Woolridge a fait une très bonne saison et c'était franchement un très bon meneur métronome chez les Bulldogs pendant une saison qui était au final malheureusement écourtée, mais c'était du lourd. Et il a souffert. Et je sais pas si vous en souvenez, mais la saison précédente, en 2018-2019, on avait un certain Josh Perkins à la main, donc c'était pas un peintre non plus. Ah, évidemment. Exceptionnel. Josh Perkins qui avait tenu la baraque pendant de nombreuses saisons à la main de Gonzaga. Donc on sait que Mark Few a le nez pour trouver des bons meneurs de jeu, et 2, il sait les développer. Donc c'est encore une meilleure nouvelle pour Andrew Nembhard. Je pense que si tu as un bac court, Jalen Suggs, Joel Ayayi, je pense que tu peux faire le café. Hein. Ah ouais, tu peux dormir tranquillement le soir. Le meilleur barcode de la NCAA, pas peur de le dire. Ouh. En tout cas, on prend des positions, non? On espère que pour Joel Ayayi ce soit le cas. Hein. On espère vraiment pour lui. Non, mais Ayayi, l'année dernière, Ayayi, sa saison a été juste géniale. Et c'est sûr que s'il reste même jusqu'à sa saison senior avec Nembhard, et admettons que Suggs reste une saison supplémentaire à l'université, alors là, il peut y avoir un Big 3 à l'arrière chez Gonzaga, ça vise le titre direct. Mais après, c'est dur de jouer avec 3 gardes à Gonzaga parce que en général, c'est plutôt fixé sur des big men. Hein. Ouais, mais il y aura Oumar Ballo qui arrivait cette année. Mais il arrive cette année. Il sera encore là. Il commence en 2020. Il est dans la classe de 2020. Ah, ok. Ah, mais il devait être redshirt alors, parce qu'il me semblait qu'il était dans l'effectif déjà, non? Si, il a été redshirt. Il a été redshirt. Oui, sa première saison, effectivement, de jeu est en 2020. Et notre ami Petrousev, il part à droite? Aucune idée. D'ici là, parce que là il est sophomore, donc l'année prochaine il sera junior. Même pour l'année prochaine avec. C'est possible, hein. Ancien de la Montverde Academy, Petrousev. Je crois qu'il joue avec Ben Simmons. D'ailleurs, Philippe Petrousev a quand même sorti une saison assez incroyable. Hein. On n'en parle pas assez, mais ouf, c'était chaud. Hein. Là, s'il se pointe avec Petrousev, Ayayi et Jalen Suggs. Ouf. Et Drew Timmy derrière. Oh là là. Oh là là. Ça donne le tournis tout de suite. Hein. Ah bah là. Ça fait rêver, mais du coup, Philippe Petrousev, comme Joel Ayayi et Corey Kispert, n'ont pas encore donné leur mot final. Ouais. Ça. Donc on attendra de voir. Vous le saurez ici dans les news dans un prochain live. Du coup, on peut passer à l'actu suivante. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Et on va rester sur des transferts, mais on va revenir à un endroit qu'on a abordé la semaine dernière et il y a quelques minutes également. Je parle de Stillwater, Oklahoma, puisque un certain Cade Cunningham, donc numéro 1 de la promotion 2020, Matthew Alexander Moncrief, les rankings varient en fonction des différents médias. Mais le composite de 247 Sport le classe à la 153e place nationale. Et ensuite, Isaac Likely, surtout Cade Cunningham et Matthew Alexander Moncrief formalise leur engagement auprès d'Oklahoma State malgré la suspension de March Madness et de NIT. Et à cela s'ajoute le retour de Isaac Likelele, qui s'était dans un premier temps qui avait pensé à un transfert, mais finalement il reste à Oklahoma State. Donc ça fait 3 forces non négligeables pour les Pokes en 2020. Seul ombre au tableau, le pivot titulaire Yoranei, qui était un bloqueur absolument incroyable, quitte lui l'équipe sur transfert. Donc ça fait un seul départ
à la suite de l'annonce de la suspension de tournoi d'après-saison. Donc Yornei quitte les Cowboys. Ouais, c'est dommage. Ils auraient peut-être pu jouer la March Madness, mais bon, ils la feront pas. Donc, Ah bah il y a quand même du lourd qui reste. Tu perds juste ton pivot au final. Oui, mais ils peuvent pas la faire vu qu'ils sont suspendus. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça reste une bonne équipe quand même. Oui, mais Après, c'est juste ça, justement, c'est dommage parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils auraient peut-être pu prétendre à un spot, mais c'est ce qui est mort. bien, c'est que visiblement, ils font tous front. Bon, ils restent tous malgré la suspension, donc c'est beau. Et Mm. ça prouve qu'il y a un attachement quand même à l'équipe et à l'NCAA. Et Et donc, surtout, ce qui... c'est des valeurs que la G-League n'aura jamais. Ouh, ça c'est vrai. Et c'est surtout ce dont je voulais en venir. C'est que le mot C'est qui quoi? ressort, c'est que les joueurs ont quand même un attachement assez fort à Mike Boynton, donc le head coach de Oklahoma State. Mm. Ouais. Bah ouais, non, c'est chouette qu'ils restent tous, notamment que Cunningham reste. On en avait d'ailleurs déjà parlé. Et puis c'est une bonne chose pour la NCAA et puis pour l'université. Et ça permet aussi de parler, de revenir sur Matthew Alexander Moncrief, qui est quand même, qui fait partie de la génération montante de pépites canadiennes. Et qu'on va pouvoir... D'après Julien, c'est le nouveau talent canadien. C'est ça. Comment il avait fait? C'est ça. Et ça promet quand même pas mal aux côtés de Kate Cunningham, parce que si je dis pas de bêtises, Moncrief est ailier. Vous me dites si je me trompe. Ah, je ne sais plus. Ok, mais en tout cas, c'est quand même une de bonnes nouvelles pour Oklahoma State qui, on l'a dit à l'unanimité, que c'était une suspension assez dure, surtout après avoir coopéré avec les instances de la NCAA. Mais Il est intérieur, poste c'est 4. ça, poste 4 ailier fort. Donc ça devrait pouvoir éventuellement remplacer le départ de Yoranei si tu joues un peu plus spawn ball, un peu à la comme à Villanova avec un nom composé dont C'était- j'ai complètement mangé le nom. non. Non, merde. C'est la honte ça par contre. Là les experts pas ouf hein, sur Villanova. Non, Hein. Parce que Ah non, j'ai pas du tout. je vois de qui tu parles, Cosby, mais Cosby. Non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Le pivot qui était fraîche. Robinson Earl? Merci Jeremiah Robinson Earl. Voilà. C'est pas celui que j'avais en tête. Et qui était au départ en poste 4 et finalement il a joué poste 5 toute la saison à Villanova puisqu'il développait un jeu plutôt small ball. Bon, on va continuer pour arriver jusqu'au débat. Mais avant, deux petites news rapides. On reste sur une nouvelle de transfert. C'est cette fois-ci un transfert qui a été annulé, qui a été refusé à Michigan, L'histoire. puisque Nigel Eastern, qui partait de Purdue et qui avait choisi Michigan, et ben un transfert annulé pour manque de crédit universitaire. Bah, s'il a séché les courses, pas mon problème. Ah, je Pareil, crois pas qu'il ait séché les cours. pas mieux. Non, c'est surtout en fait le problème, c'est que c'est des transferts, enfin c'est des crédits qui n'ont pas été transférés d'une université à l'autre pour des Ouais, raisons non, j'ai dit de ça pour certainement blaguer. de Après, diplôme. après, c'est quand même décevant pour lui parce que c'était un très bon joueur à Purdue, surtout dans le parcours magnifique de Purdue l'année précédente, donc avec Carson Edwards. Un des joueurs phares de l'équipe avec aussi Matt Arms, Mm. justement, qui a lui aussi transféré. Mais j'ai pas tous les détails, mais bon, l'équipe a volé en éclats cet été, visiblement. Donc, c'est dommage pour Eastern, qui est un joueur intéressant. C'est un vrai couteau suisse avec les Boilermakers, surtout en défense, excellent Pas défenseur. trop. Mais du coup, retour à Purdue ou une autre université, rapidement. J'ai l'impression que ça a un peu cassé la relation qui. Bon, j'ai pas d'infos en inside, hein, évidemment, mais j'ai l'impression, avec tous les transferts qu'il y a eu à Purdue, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Enfin, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre.
avec le départ de 2 joueurs majeurs. Donc j'ai du mal à le voir revenir à Purdue. Plutôt un transfert ailleurs. Après, D'accord. Et toi, Bastien? Bah, moi, ça va être compliqué de revenir à Purdue. Et puis surtout, j'espère qu'il va trouver quand même un- une fac qui va l'accueillir et dans laquelle il va pouvoir en jouer. C'est le plus important. Et en espérant que ce soit pas, enfin que il se retrouve pas obligé, enfin dans une petite université où il aura plus aucune visibilité, quoi. C'est ça aussi qui serait dommage. Eh bien, on est d'accord, ce sera pas retour à Purdue, ça sera certainement une autre université, et en espérant que ce soit une bonne université pour lui. Niveau actu, je pense qu'on a fait le tour. Y en a, je sais que mes collègues sont impatients de venir sur le débat. Et le débat cette semaine, on parle des transferts justement. Ah tiens, pour changer de sujet. On parle des transferts à NCAA et sur les tendances actuelles de transferts qui ont explosé depuis quelques saisons. À l'heure actuelle, on a plus de 850 transferts en basketball. Et en football, les transferts entre universités connaissent une recrudescence assez importante, bien qu'il y ait moins de transferts. C'est moins ancré dans les mœurs qu'en basketball. Mais ça reste une nouvelle tendance assez prégnante dans les sports universitaires, tous les sports universitaires. Et on va se demander aujourd'hui si cette recrudescence de transfert est bénéfique ou alors est-ce qu'elle est alarmante pour le statut à l'université, que ce soit du point de vue institutionnel ou que ce soit du point de vue des joueurs eux-mêmes. Et on va faire un petit détour par les waivers qui sont donnés dans des enveloppes cadeaux depuis quelques années. Je pense que Hugo a 2-3 rappels à nous faire déjà sur les règles de transfert et sur les différents waivers. Comment ça fonctionne en gros? alors, donc déjà, pour vous expliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cas précis. Donc, il y a quelques mois maintenant, j'ai pu interviewer Joshua Mbala qui avait justement transféré de Texas Tech, donc après le Final Four, à Buffalo. Donc, j'ai son témoignage, donc vous allez un peu comprendre ce qui s'est passé pour lui et au travers de ça, comprendre ce qui se passe au travers du transfert. Donc, alors, du coup, je vais le citer. Alors, il m'a dit, déjà, sa phrase que j'ai mis en avant, c'était: même pour moi, c'est compliqué de comprendre toutes les règles de transfert. Donc, on est sur un athlète donc, qui en entend parler quand même tous les jours, à qui la fac de Texas Tech a demandé de se renseigner sur un transfert parce qu'il ne pensait plus qu'il pourrait avoir un rôle dans l'équipe. Donc, c'est un mec qui s'est renseigné, et même pour lui qui est renseigné, c'est compliqué de comprendre. Donc, j'imagine que pour nous et pour vous, ce sera encore plus compliqué. Donc, bref, on va partir du mécanisme depuis le début. Donc, il me dit: tout ce que je sais, c'est que tu dois inscrire ton nom dans le transfer portal. Donc, c'est en Le fait portail des transferts. portail de transfert, voilà, en français. Et ensuite, tu dois attendre 48 heures pour que ta demande soit effective. Donc, il faut savoir que ta demande peut être refusée. Donc, après, j'ai pas les conditions de oui ou non, de pourquoi c'est refusé ou pas. Donc, ensuite, une fois que ta demande est validée, toutes les universités ont accès au portail de transfert, donc savent que tu as demandé un transfert, et là, elles peuvent commencer à te recruter. Alors, du coup, il m'a dit, donc en fait, en NCAA, tu as une règle, c'est la règle des 5 ans. Donc, tu as une horloge de 5 ans et tu peux transférer quand tu veux dans ces 5 ans. Le tout, c'est que tu es éligible 5 ans et que tu les utilises comme tu veux. Alors, ensuite il m'a parlé donc des waivers parce que lui a bénéficié d'un waiver. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Certains qui sont légitimes, d'autres un peu moins. Alors d'abord, on peut obtenir un waiver quand on est blessé toute une saison. Donc quand on joue pas une saison, on est éligible à une année supplémentaire. Il y a beaucoup de joueurs qui en ont bénéficié. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le grade transfer, donc on va en parler plus tard. C'est une fois qu'on obtient un diplôme d'une université, on peut transférer dans l'université de son choix. Ensuite, tu peux transférer et tu es éligible à jouer directement si tu n'as pas reçu de bourse universitaire, donc si tu es un walk-on. Si tu arrives de ton propre chef sur un campus et que tu veux transférer, tu auras la possibilité de jouer directement. Et enfin, il y a un dernier cas, il y a 2 derniers cas, mais un qui est totalement n'importe quoi. Il y a un dernier cas qui est, donc, si on se fait libérer, si on nous libère de notre bourse, on peut obtenir une bourse dans une autre université et jouer immédiatement. Et enfin,
la raison qui fait un peu tâche et qui autorise beaucoup de waivers un peu Olé olé. illégitimes, c'est qu'on peut obtenir un waiver pour des circonstances exceptionnelles. Voilà. Mais qu'est-ce que sont ces circonstances exceptionnelles? C'est en dépit de cela qu'on peut avoir des transferts un peu, je sais pas, des transferts un peu bizarres comme, enfin pas des transferts, mais des éligibilités un peu bizarres comme celle de Quentin Grimes cette saison à Houston, qui a transfert de Kansas comme ça, sous pression, parce qu'il visiblement il n'y avait pas le rôle qu'il voulait, donc il a transféré à Houston et pour aucune raison légitime évoquée, il n'a plus joué, donc circonstance exceptionnelle, j'aimerais encore savoir laquelle. Peut-être parce qu'il avait de la hype à la sortie du lycée. Donc voilà, c'est tous les cas de figure qui autorisent une éligibilité immédiate. Donc on peut voir que c'est tout et n'importe quoi. Donc, pour faire simple, dès que tu as une bonne excuse, tu peux obtenir un waiver. Exactement. Et encore, on ne parle pas des situations entre Power 6 et Mid Majors. Exactement. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat qui est beaucoup plus informel. Il n'y a pas de règles écrites par rapport à ça, mais. Oui, parce qu'évidemment, ce qu'Aloïs veut dire, c'est que quand une université du Power 6 récupère un joueur, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit éligible immédiatement qu'une petite université mid-majors. Mais on ne voit pas pourquoi, évidemment. Mais on ne nous dit pas tout. Ah, que c'était plus grand. Ah, excusez-moi, j'ai envie de chanter. Money, money, money. Ah, pardon. Ah, The Je suis sorti Voice. tout seul. Excusez-moi. Mais tout ça pour dire que le système de transfert, tout du moins la situation à l'heure actuelle des transferts, est assez rocambolesque. C'est quand même assez. C'est le Far West. C'est plutôt le Far West. Et le nombre a dépassé les 800 en basketball. Déjà, ça évolue, ça augmente au fil des années. Et je pense que c'est la même chose en football et basketball, on l'avait dit. Mais à mon sens, le transfert est beaucoup plus commun en basketball. Donc on va rester sur le prisme du basketball pour ce petit live. Et je pense que ça vous parle mieux. En basketball, c'est plus proche des réalités que l'on connaît à l'heure actuelle. Mais à savoir que le fonctionnement est à peu près identique entre football et basketball, et entre basketball et n'importe quel autre sport universitaire. Donc on peut revenir sur la liste des transferts de l'intersaison 2020. Évidemment, on vous met nos articles en description pour la liste complète des transferts majeurs en 2020, mais également des meilleurs grad transfers en 2020 que l'on a jugé. Donc on a une liste de 18 en ligne sur le site. Mais en premier lieu, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de donner notre top 5 des transferts les plus intéressants de la saison 2020 en vue des prochaines années. Je précise ça puisque nous n'avons pas choisi que des grades transfers, donc éligibles immédiatement, mais d'autres joueurs qui seront éligibles à partir de 2021. Donc, exactement. Qui veut commencer? Honneur à Bastien. Ouais. Oh bah merci, tu es bien brave. Alors moi le premier joueur que j'avais sélectionné c'était Alex O'Connell qui jouait à Duke cette année, un shooting guard qui était recruté à l'époque, qui était un prospect 4 ou 5 étoiles quand il est arrivé à Duke et qui était censé faire partie des grosses armes de l'équipe. Puis finalement, il n'a jamais vraiment explosé sous les ordres, enfin chez les Blue Devils. La faute également à un effectif qui se renouvelle tous les ans avec la règle du one and done et qui est toujours très très talentueux, donc c'était pas facile pour lui. Et puis il s'est retrouvé dans une position où c'était vraiment juste un spot-up shooter, on foutait quelque part, il avait des ballons pour tirer, et puis voilà quoi. Et là, il part à Creighton, du coup, il va pouvoir être l'arme numéro 1 d'équipe, et il risque enfin de montrer tout le talent qu'il a. Moi, j'y crois beaucoup. A priori, il ne jouera pas l'année prochaine, hein. Il n'a pas obtenu de waiver pour circonstances exceptionnelles. Pour circonstances exceptionnelles. Malheureusement, il part pas dans une grosse fac, donc c'est dommage pour lui. Et
Mais en tout cas, ouais, je crois beaucoup en lui et je pense qu'il sera vraiment à suivre pour prendre la relève à Creighton et peut-être devenir la nouvelle star du campus après, depuis Doug McDermott. Et le deuxième, ça va être Isaiah Washington, qui a quitté Minnesota il y a 2 ans parce qu'il ne voulait plus jouer pour le fiston Pitino. Et il part pour Iona, où finalement il retrouve Rick Pitino, qui vient de signer dans cette université il y a quelques semaines. Et il décide donc de partir encore une fois. Et cette fois-ci, il rejoindra donc Long Beach State, donc très loin enfin le plus loin possible de son ancienne fac. Et c'est un petit meneur qui avait fait beaucoup parler de lui quand il était au lycée. Il était membre du fameux Jelly Fam, des petits meneurs assez spectaculaires qui avaient inventé cette nouvelle façon de marquer des lay-ups. C'est un prospect 4 étoiles, on en attendait beaucoup. Il n'a jamais réussi vraiment à exploser au niveau universitaire et donc on espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Troisième joueur, Johnny Juzang, qui est un Californien de naissance mais qui était parti à Kentucky l'année dernière. Et c'était peut-être un peu trop haut la marche pour lui. Il décide finalement de quitter l'équipe de Calipari pour un retour à la maison à UCLA. Donc il a été formé à Harvard Westlake en Californie, hein, pour la petite histoire. Et c'était un top 30 de sa génération, mais il a quasiment pas joué pour son âge. C'est un gros scoreur, capable d'attaquer le cercle, de shooter un peu de n'importe où. Et à UCLA, il aura des ballons, hein. Ce ne sera pas pour cette année, mais l'année prochaine, donc 2021. Mais il aura beaucoup plus de ballons pour s'imposer et sans doute faire partie des meilleurs ailiers de la Pac-12. Et enfin, on part sur des grad transfers. Le premier, c'est Matt Arms, forcément, qui a quitté Purdue pour BYU et qui est une grosse signature pour la fac mormone parce qu'il va apporter une grosse présence à l'intérieur. Présence qui manque régulièrement à cette fac-là. Moi, le dernier gros pivot que j'ai en tête pour eux, c'était Eric Mika, qui est parti jouer en Espagne ensuite. Et gros pivot, quand même capable de shoot à 3 points, 10 sur 32 l'année dernière. Donc jolie force, puis grad transfer avec beaucoup d'expérience et donc qui peut faire beaucoup de bien à l'université. Et le dernier, c'est ma petite cote et j'en attends vraiment beaucoup, c'est Michael Foreman, pardon, qui rejoint California. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'à California, il y a un seul joueur pour l'instant, c'est Bad Bradley. Si vous le connaissez pas, je vous invite à regarder ses highlights en high school où il détruit tout simplement Compton Magic à lui tout seul. Donc Pat Bradley, et dans cette équipe-là, il était le seul joueur à dépasser les 10 points à California avec 17,6 points par match et 5 rebonds. Donc il avait zéro soutien offensif et avec Malachi Foreman, il va en avoir un très joli puisqu'il tournait à 15 points par match l'année dernière. Et il arrive en tant que grad transfer, donc il va pouvoir tout de suite participer à l'animation offensive. Et surtout, ils vont faire partie d'un petit Big Three, puisqu'il y a un autre joueur qui s'appelle Ryan Bentley, qui arrive et qui vient de Penn University, pardon, d'Université de Pennsylvanie, pardon, et qui tournait à 11,6 points par match. Donc il y aura de jolis apports aux côtés de Matt Bradley, qui va rentrer dans sa 3e année universitaire et qui a vraiment besoin d'un gros collectif autour de lui pour faire parler de son potentiel parce que c'est un vrai bon joueur. Il y a juste les résultats collectifs qui ne suivent pas. Ok, c'est un 5 plutôt éclectique. T'en dis quoi, toi, au niveau de ton top 5, Hugo? Alors moi, j'ai pris que des grades transferts, je crois. Alors le premier, j'ai mis, bon, c'est pas dans l'ordre de mes attentes, hein. J'ai listé vraiment 5 joueurs comme ça. Le premier, ce serait Taj Idi, donc un ancien meneur qui a transféré 2 fois. Donc d'abord à Southeast Missouri State. Il est ensuite parti à Santa Clara, où il s'est révélé être un bon meneur de jeu. Donc il tournait à 9,1 points, 2 passes et 2 rebonds de moyenne, donc assez complet. Un bon petit meneur. Et qui a là choisi de transfert à USC. Donc pour être, bon, peut-être pas meneur titulaire, mais au moins un très bon meneur de rotation. On sait, les meneurs, c'était un peu le défaut de l'équipe qui était très forte cette saison, qui récupère Evan Mobley et plusieurs grands transferts l'année prochaine pour encore avoir une équipe assez forte. Et donc, Tajidi sera à la lutte avec Ethan Anderson, qui est lui qui était freshman,
qui est souvent décrié, mais que je trouve, moi, pour ma part, plutôt bon. Donc, voilà, Tajidi sera dans la lutte pour des minutes dans une bonne équipe de USC. Ensuite, le deuxième joueur que j'ai listé, ça serait Kobe Webster, qui jouait à Western Illinois. Donc, il tournait à 17 points de moyenne. C'est un bon scoreur, assez technique, qui va lui rejoindre Nebraska et Fred Hoiberg, qui va avoir Fred Hoiberg qui va récupérer un très gros scoreur NCAA. Et je ne serais pas étonné de voir Nebraska au tournoi NCAA l'année prochaine, parce que visiblement, Fred Hoiberg fait du très bon travail et ça promet pour l'an prochain. Ensuite, j'ai listé malheureusement les 2 départs d'Harvard, qui est une université qu'on aime bien ici et qui va récupérer, comme on l'avait dit, Louis Lemon l'année prochaine. Non, l'année prochaine, on en a encore après, j'ai l'impression. Mais bref, Harvard, c'est une université qu'on aime beaucoup. Donc d'abord Brice Aiken, qui rejoint Seton Hall, où il va prendre la relève de notre ami Miles Powell, qui a terminé son cursus NCAA. Donc Seton Hall qui cherche un leader offensif pour épauler leur poste 4 géorgien Mamoukashvili. Ça sera donc Brice Aiken, l'arrière talentueux d'Harvard. Et l'autre joueur d'Harvard qui a choisi de transférer, c'est Seth Towns, dont on avait parlé dans la vidéo sur l'impact politique en NCAA, qui était passé sur ESPN, etc., pour son impact dans les manifestations, qui rejoignait Ohio State, donc une université en pleine progression sur le plan basket, qui est un joueur intéressant, un ailier assez complet, que j'aime beaucoup. Et enfin, dernier joueur, dont on parlera aussi pour l'excuse qu'il a invoquée dans ses transferts, c'est l'ancien joueur de St. John's, donc LJ Figueroa. Donc pareil, un ailier d'assez grande taille, plutôt complet, assez mobile, qui rejoint Oregon. Et Oregon que je vous invite à suivre l'année prochaine. Il va y avoir une assez belle équipe, avec malgré le départ de Peyton Pritchard pour la NBA. Il y aura encore Will Richardson. C'est très bien que Peyton Pritchard ne soit plus là, c'est très bien. Ouais. On sait pourquoi, mais super joueur Peyton Pritchard. Du coup, Figueroa, ouais, dans une très bonne équipe d'Oregon, avec notamment un prospect à suivre qui sera Will Richardson, qui est un super poste 2. Je vous invite à regarder. Voilà. Très bien. Bah, du coup, on a quand même. Est-ce que tu as. J'y pense là. Est-ce que tu avais rappelé la raison de LJ Figueroa Alors, de son transfert pour avoir. Rappelé, il a tenté d'avoir un. Je sais pas s'il l'a eu. Tu peux me. J'ai pas vu de news. Il a demandé, mais c'est en attente encore. Alors, il a demandé un transfert en évoquant la raison suivante, le Covid-19. Je pense que ce n'est pas le seul. Et si il obtient un waiver grâce à ça, et pour ma part, c'est fort de café. Pour ma part, franchement, je pense que ça peut être une raison valable. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple précis. Je ne dis pas que pour tout le monde, c'est une raison valable, etc. Par exemple, à Boston College, je vais me permettre de dire on, parce qu'on est nul et je m'inclus totalement dedans. J'ai le niveau des joueurs, donc je peux dire on. Alors, on avait Julian Richway, qui était un arrière californien, donc qui a choisi de transférer à USF, donc l'université de San Francisco. San Francisco, ok. USF. Du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était se rapprocher de sa famille. Et donc, comme il se rapprochait de sa famille, il a évoqué la tension actuelle dans le pays, ce qui se passait, le fait, l'inquiétude qu'il avait en lui. Et donc, il a invoqué le coronavirus. Je pense que dans un cas comme ça, où tu vis à l'autre bout des États-Unis, bon, ça peut se recevoir encore, même si c'est pas forcément la raison du transfert. Je pense que ça peut être entendu. C'est facile surtout. C'est une excuse qui est facile. C'est très facile, mais ça peut être entendu, je pense. Après, le problème, c'est que c'est qu'il y en a qui vont être de bonne foi et d'autres qui vont utiliser la situation à leur fin. Donc c'est un peu compliqué. Dans les 800, il y aura au moins une bonne moitié qui va tenter d'utiliser. Ouais, mais il y en aura forcément qui seront de bonne foi, donc c'est difficile de l'interdire pour fin. Forcément. Compliqué. Après, j'ai d'autres exemples pour parler de la cruauté de la NCAA. J'ai noté un exemple qui est particulièrement croustillant. Ah bah vas-y, maintenant tu en parles. Il est maintenant. Alors, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un joueur très très prometteur qui arrivait à Auburn, qui s'appelait Byron Cowart.
Oula, oui, on se souvient. Un defensive lineman, et du coup, qui joue actuellement en NFL chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, Byron Cowart, il a fait 2 saisons à Auburn. Il était lycéen recrue numéro 1. C'était le meilleur lycéen du pays. Donc, il a échoué pendant son cursus à Auburn. Il a pris la décision de transfert après 2 saisons. Il faut savoir que si il n'a pas particulièrement bien réussi à Auburn sur le terrain, c'était parce que sa mère était atteinte d'un cancer. Et donc, mentalement, ça pesait. Ça n'aide pas, ça c'est sûr. Ça n'aide pas. Alors, du coup, M. Coward, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé un transfert pour se rapprocher de sa mère. Donc, il a envoyé des tonnes de documents à NCAA, tout est documenté, etc. Évidemment, la NCAA, dans sa cruauté la plus folle, ne l'a pas autorisé à jouer. Encore un bel exemple d'humanité de la part de la Ligue universitaire. C'est le fameux système à 2 vitesses. Oui, pour citer notre président, le président Damien Bernard Joannin, je pense que le sport devrait faire preuve de plus d'humanité. Voilà. Et c'est sur ces belles paroles que je vais enchaîner avec mon top 5 du coup. Hein. Allez. Comme Hugo, y a pas l'ordre n'indique pas forcément une préférence ou un terme d'impact. Qu'on soit clair. Mais du coup, il va avoir un excellent impact dès cette saison. Non, il était redshirt freshman, donc il faudra attendre un petit moment avant de jouer en 2021. Mais je parle de Landers Nolley II, qui part de Virginia Tech pour Kansas State. C'était techniquement, bien que l'effectif de Virginia Tech était assez éclectique, il était le boss au final à Virginia Tech. Et Landers Nolley tournait à quand même une bonne moyenne de 15 points et quasiment 6 rebonds en tant que freshman dans une équipe de Virginia Tech qui était très très jeune et en reconstruction totale avec un nouvel head coach, Mac Young, qui arrivait de Wofford. Donc excellente saison freshman et malheureusement il a choisi de partir de Virginia Tech et il se rend à Kansas State où il aura la place libre en 2021 pour exploser à nouveau puisque Cartier-Diarra est parti lui aussi de son côté en transfert, du côté de Kansas State vers d'autres cieux. Mon second joueur, c'est un Français. Je parle évidemment d'Olivier Sarr. J'étais surpris que vous ne vous le notiez pas avant. Ouais, mais parce que encore on avait déjà parlé et tout. Mais Olivier Sarr a quitté Wake Forest pour Kentucky. Donc on sait très bien, tout le monde sait que Kentucky, c'est pas notre équipe favorite. Mais ça reste un Blue Blood et ça reste une excellente équipe de basket universitaire. Et c'est une excellente opportunité pour Olivier Sarr de jouer avec les Wildcats. Et s'il continue sur la même lancée que la fin de sa saison à Wake Forest, où il a explosé ses records en carrière et quasiment tué Duke à lui seul, eh bien, ça promet pas mal de choses à Olivier Sarr, surtout que un vrai pivot performant à Kentucky, depuis Anthony Davis, j'ai pas mémoire. Il y avait Willie Cauley-Stein quand même. Avec Karl Anthony Towns. Est-ce que c'était vraiment des vrais pivots? Oui. Towns, il jouait pivot, ouais. Cauley-Stein, c'était un très bon pivot. Mais j'ai jamais été fan de Cauley-Stein pour être honnête. Cauley-Stein, c'est 2 classes en dessous de Olivier Sarr. C'était un bon pivot. Ouais, mais c'était un pivot correct au niveau universitaire. Quand il était à Kentucky. Je pense qu'Olivier Sarr, c'est un pivot correct au niveau universitaire aussi. Ah non, je pense qu'il est au-dessus. Je suis d'accord avec Bastien. Ouais, clairement. Ah si. Et c'est pas notre côté franchouillard qui parle, mais Olivier Sarr est plus talentueux, plus athlétique, plus intelligent que Willie Cauley-Stein à mon sens. Athlétique, jamais. Non, Cauley-Stein, il était sacrément athlétique. Pour le coup, c'était son gros point fort. Encore intelligent et plus talentueux, je veux bien. Mais... Je vous accorde le point pour côté athlétique. Mais pour moi, Olivier Sarr est meilleur. Et
Ouais, Karl Anthony Towns, c'est arrivé après Anthony Davis, certes. Mais ça. Mais non, Olivier Sarr, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais très très grosse cote et sans doute le joueur. Enfin, c'est le transfert de l'année. Après, est-ce qu'il pourra jouer l'année prochaine? Normalement, non. Et je pense qu'il va pas chercher à obtenir le waiver. Puisque s'il peut compléter un diplôme entre temps, je pense qu'il le fera. Donc, il a terminé la saison à Wake Forest à 13,7 points par match et 9 rebonds de moyenne. Ce qui est très, 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 très honorable. Et surtout dans une équipe de ACC peu performante. Et il n'avait pas forcément une grosse cote auprès de Danny Manning tout au long de la saison. Donc, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Et il a explosé en fin de saison, donc ça promet énormément de bonnes choses pour la suite à Kentucky. Surtout s'il peut passer une année pour s'acclimater au jeu de John Calipari. Je pense que les systèmes de jeu ne doivent pas être trop compliqués à apprendre. Mais tout du moins, s'entendre avec son head coach, ce serait déjà pas mal. Ouais, en tout cas, gros transfert et bonne chance à lui. Et autre gros transfert possiblement d'un des meilleurs joueurs de mid-majors en 2019, je pense à Carlik Jones qui a totalement dominé la saison avec Radford, qui a sorti quelques victoires au forceps de fort belle manière et qui va devenir le nouveau boss de Louisville. Là, c'est un grade transfert, donc il sera éligible dès la rentrée, dès cet automne. Et croyez-moi, mais Carlik Jones, c'est un homme à tout faire. C'est un joueur incroyable qui peut prendre une attaque en main quand il le faut. Et en 3 ans à Radford, c'était du très lourd. Il a obtenu des buzzer beaters. Il a obtenu des grosses performances dans les tournois de conférence. Et il sait tout faire, puisque c'est un excellent scoreur. C'est un très bon défenseur. C'est un bon, on est d'accord, mais il progresse d'année en année sur le côté défensif. Et surtout, il arrive également à faire briller ses collègues, puisqu'il tournait à plus de 5 passes décisives de moyenne par match à Radford. Donc c'est vraiment un boss. Et il risque d'être la pierre angulaire du système de Chris Mack à Louisville dès la rentrée, tout de suite. Direct. Et pour mes deux derniers, je vais faire un petit combo parce qu'ils ont le même prénom. Et puis qui sortent tous deux de mid-majors pour allez, on va dire le Power 6, bien que San Diego State, je vends déjà la mèche, n'est pas forcément dans le Power 6, mais a sorti une excellente saison en 2019. Je vais commencer par le joueur qui rejoint San Diego State. Je pense à Terrell Gomez, qui a réussi une excellente saison à Cal State Northridge et qui va prendre la place des différents transferts, enfin des différents départs à San Diego State. À savoir que Terrell Gomez, il a réussi une excellente saison à CSU Northridge et qui va. C'est pas forcément un des top 5 transferts des meilleurs de cette intersaison, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il peut apporter quand même pas mal de choses à San Diego State, surtout en sachant que San Diego State, c'est une bonne équipe qui est extrêmement bien coachée et il va y avoir de la place pour qu'il montre ce qu'il puisse faire cette saison. À savoir qu'il tournait à 19,8 points par match et que c'est un guard, mais c'est surtout un excellent shooter à 3 points avec une excellente distance de tir. Donc vous le verrez prendre des shoots de tous les côtés du terrain, plutôt éloigné de l'arc de tir et qu'il est confiant. C'est un vrai shooter à 3 points. Bien que ce ne soit pas le meilleur attaquant complet, ça reste qu'une gâchette offensive. Et à San Diego State, avec d'excellents coéquipiers, ça peut être une excellente addition. Et du coup, mon dernier larron, mon 5e transfert à suivre, c'est un autre Terrell. C'est Terrell Brown qui quitte l'université de Seattle, donc Seattle U, pour Arizona. Et notre ami Terrell Brown, c'est quand même 20 points, quasiment 21 points par match, plus de 6 rebonds et quasiment 5 passes par match de moyenne avec Seattle.
avec un physique capable de encaisser le plus haut niveau universitaire. Il est également très bon rebondeur, je disais plus de 6 rebonds par match, et il fait qu'un mètre 85. Donc ça indique vraiment une très bonne qualité de rebondeur. Et puis la défense, on lui apprend pas la défense non plus. C'est un excellent défenseur. On n'a pas forcément vu beaucoup de matchs à Seattle, mais c'est certainement comment dire, il s'est certainement mis en avant par rapport à ses collègues avec son aspect défensif, en plus d'être un attaquant intéressant. Et il attaque surtout avec la puissance. Donc c'est surtout beaucoup de percussions. Et à savoir que la percussion Arizona, en général, c'est un bon cocktail. Puisque Sean Miller, s'il coach à la rentrée, ça peut fonctionner avec Terrell Brown. Donc c'est également un homme à suivre, bien qu'il sorte d'une fac relativement peu connue comme Seattle U. Très bien. Mais effectivement, le nom de la fac fait pas le joueur. Exactement. On s'en rappelle. On l'a appris à de nombreuses échéances. Du coup, rapidement, pour terminer, les amis, une question simple, et je pense la réponse est bien loin d'être simple, et elle est extrêmement complexe, on pourrait en parler pendant des heures. Mais cette situation de transfert à outrance, avec des waivers un peu distribués comme des pains au chocolat, est-ce que c'est une situation qui est alarmante, ou est-ce que c'est une situation qui est plutôt bénéfique pour le jeu universitaire et ou pour les joueurs? Alarmante, je pense. Pourquoi? Pour moi, alarmante, parce que, déjà, parce que pour moi, l'NCAA, c'est un sentiment d'appartenance à son équipe, aux joueurs qui représentent ton université et ton équipe. Et là, en distribuant des waivers comme ça, c'est la porte ouverte à tout, en fait. Là, on commence comme ça. Bientôt, on va autoriser quoi? Que les joueurs puissent faire 2 universités, etc. Je pense que il devrait y avoir une règle déjà beaucoup plus simple. Je pense que honnêtement, dans les règles de base, si on garde juste la règle des blessures et la règle du grade transfert, on s'y retrouverait beaucoup plus. Tu peux rajouter le départ d'un head coach également. Ouais. Ah, Bah si. si. Je pense que si tu autorises là, tu parles surtout des waivers. Tu parles surtout des waivers. Ouais. Et du coup, pour les jouer immédiatement, il y a 3 solutions qui sont acceptables. Donc c'est le départ d'un head coach. Parce que eux, ils partent pour le business, ils partent pas parce qu'ils ont envie de partir. Ils partent parce que c'est le business, que c'est l'appel de l'argent et eux sont payés. Rappelons-le. Et qu'un athlète s'engage à une université en grande partie pour le coaching staff. Donc c'est un premier point. Le second point, c'est les blessures, comme tu le disais. Et le troisième point, c'était pour les grades transferts. C'est les seules possibilités, à mon sens, pour obtenir un waiver. Toutes les autres occasions, c'est de l'abus. Et je pense que Bastien, c'est à peu près du même avis. Ouais. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est que les règles ne soient pas bien définies et qu'on se retrouve avec des facs qui obtiennent des autorisations de faire jouer des gars, on sait pas pourquoi, et d'autres qui se les font refuser et on comprend pas plus, comme l'exemple du coup tout à l'heure sur le joueur de foot américain. Et le manque de visibilité fait que, encore une fois, ça dessert la NCAA parce qu'ils prennent des décisions qu'on comprend pas et qui semblent toujours favoriser les grosses facs qui rapportent beaucoup d'argent. Et donc forcément c'est mal vu. Après moi je comprends aussi le point de vue joueurs qui eux quand ils se transfèrent souhaiteraient pouvoir jouer directement. C'est vrai, pourquoi ils n'auraient pas le droit en fait? Bah j'ai du mal à trouver un argument qui dit bah ouais t'es étudiant mais t'as pas le droit. En gros c'est un peu t'as pas le droit de changer de fac ou alors tu perds un an dans ta vie quoi. Mais techniquement, pour un transfert d'université, je ne parle pas d'athlète, je parle d'un transfert d'université pour un étudiant lambda. Oui non mais là je Tu as parle pour des les athlètes. pénalités, mais en fait je vais y venir. Mais tu as des pénalités de crédit universitaire, donc on en parlait un petit peu plus tôt avec Nigel Eastern par exemple. Mais quand tu changes d'université, tu perds des crédits quand tu passes d'une université à une autre. Et ça c'est pour n'importe quel étudiant qui change d'université pour X, Y, Z, n'importe quelle raison. Tu as une pénalité quand tu changes d'université. En connaissant la Title IX par exemple, il faut que les étudiants soient logés à la même enseigne
que les athlètes et vice-versa. Donc, si tu as une pénalité pour les étudiants lambda, tu dois en avoir une également pour les étudiants sportifs, les étudiants athlètes. Donc, le fait d'avoir une pénalité pour un transfert, je ne trouve pas ça choquant. Et le transfert immédiat, c'est également, c'est un peu en filigrane de tout ce qu'on dit, mais c'est une excuse qui est un peu facile, on peut en trouver toujours une, pour jouer tout de suite. Certains ont une bonne raison, certes, mais dans la plupart des cas, faut quand même... c'est quand même uniquement pour l'aspect sportif. Mais il y a beaucoup de cas où oui, c'est sûr. Et puis, ce qui est dommage, c'est que du coup, ça aide rarement les petites universités. C'est un peu ça qui est dommage. Enfin, bref, après, ça aide pas les petites universités, mais ça aide les joueurs, les bons joueurs de petites universités, puisque eux peuvent grimper d'un échelon. Ouais, voilà. Donc c'est. Je sais pas ce qui est le mieux. C'est compliqué comme. C'est ça, c'est mi-figue, mi-raisin. Ouais. Mais je voulais avoir votre avis également sur outre les waivers, c'est sur la tendance du transfert à outrance, donc le transfert très facile. Je suis pas bien dans ma bulle, je suis pas bien dans ma situation actuelle, donc je me casse. D'où la recrudescence du nombre de transferts année après année. C'est facile, mais après, il n'y a pas que des transferts pour ça. Donc, je pense qu'on pourra rien faire. Parce que, comme tu l'as dit, il y a des transferts parce que, pour un changement de coach, etc. Donc, on pourra jamais légiférer sur ça, sur les transferts parce qu'on ne se sent pas bien dans un environnement. Donc, je pense que malheureusement, ça existera toujours. Et même si pour moi, je trouve ça négatif, on pourra rien y faire. Donc, ça me choque pas spécialement. Que le fait que beaucoup de joueurs demandent leur transfert, ça me dérange pas plus que ça. Ça me dérange quand c'est mon université que j'ai un joueur qui va demander son transfert, genre quand Caleb et Cody Martin étaient partis de NC State, ça me saoulait. Mais en soi, ils font ce qu'ils veulent, et moi, si j'ai envie de changer d'université, je le fais, donc je vois pas pourquoi ils n'avaient pas le droit, en gros, c'est un peu ça mon point de vue. Donc pour faire simple, le problème c'est le manque de lisibilité sur la règle du transfert, ça, c'est chiant. sur l'acceptation ou non immédiate dans la seconde université. Ouais, par contre, il faut que les règles soient bien définies. Déjà, si la règle était uniforme, déjà, on s'y retrouverait plus. Et je pense qu'il y aurait quand même moins de transferts. Parce que là, il y en a qui demandent. Mais je suis sûr que la plupart qui demandent, s'il n'y avait pas une chance qu'ils aient une éligibilité immédiate avec une circonstance exceptionnelle, il n'y aurait pas un concours d'inventivité dans les motifs de transfert. Et je pense qu'il y aurait moins de transferts. Parce qu'il y aurait une lisibilité dans la règle. Et donc, je pense que pour moi, il y aura moins de transferts. Après, peut-être que je me trompe, hein, sûrement. Mais tu as peut-être raison, effectivement. En sachant dans quoi tu t'embarques, tu as certainement plus de chances de limiter certains transferts qui peuvent être abusifs à certains moments. Déjà, je pense que dans ton choix d'université, tu serais plus méticuleux. Si tu sais que ton transfert serait beaucoup plus compliqué, ou même pas compliqué, mais plus... Enfin, si tu sais que les seules raisons pour lesquelles tu pourrais transférer, c'est un licenciement du coach, une grosse blessure ou seulement une fois que tu as ton diplôme, je pense que tu visiterais beaucoup de campus, tu ferais un choix, tu prendrais une longue période de réflexion pour faire ton choix. Par exemple, un Johnny Juzang qui a rejoint Kentucky comme Bastien l'a souligné, je pense que lui, Kentucky, c'est un peu le choix de la facilité. Je pense qu'il aurait très bien pu visiter beaucoup de campus et choisir un programme dans lequel s'établir sur plusieurs saisons. Au final, il retourne à UCLA juste à côté de son lycée. Voilà. Ouais, juste à côté de chez lui. C'est con. Ça, il aurait pu visiter UCLA avant. Il était suivi par UCLA déjà. Ouais, mais en plus. Et du coup, après ces paroles, si je vous dis que la NCAA réfléchissait à un waiver exceptionnel qu'on peut utiliser une fois dans sa carrière universitaire pour obtenir un transfert immédiat qui a été repoussé avec la pandémie du Covid-19, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est n'importe quoi. C'est contourner le problème, en fait.
Parce que certains poussaient clairement à ce que cette règle devienne réalité. D'autres poussaient complètement à l'inverse. Et faisaient du lobby pour l'un ou pour l'autre. Mais du coup, pour vous, c'est une abomination, c'est non. On abandonne. Pour moi, c'est un problème, parce que pour moi, le problème, c'est pas la question du waiver, c'est la question du nombre exorbitant de transferts. Et donc, c'est pas en autorisant un waiver exceptionnel qu'il va y avoir moins de transferts. La solution, c'est de. Enfin, se mettre tu mets toutes les conférences autour d'une table, tu légifères sur une règle universelle. Ça se fera jamais, je sais, ça se fera jamais. Mais il est là le problème. Il est là le problème au final. C'est que tu dis asseoir toutes les conférences. Chacun voudra dire son mot, aura son fromage à défendre. On joue avec la plus grosse, mais bon. C'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que avoir peut-être l'idée d'une administration, tout du moins d'une présidence qui légifère sur on pourrait dire, allez, un niveau fédéral. Le fédéral, je le mets entre crochets. C'est un peu plus compliqué que ça, mais un niveau national en NCAA. Ça peut être une solution, mais encore une fois, c'est aller dans les très hautes sphères universitaires. Il y a ça, il n'y a pas que pour les transferts. Hein. Et il n'y a pas que pour les transferts, on est d'accord. Ouais. Du coup, le mot de la fin sur les transferts, les amis, quel serait-il ? Bah, un waiver pour tout le monde, pour moi, c'est permettre à la NCAA de ne pas légiférer, justement, et donc c'est un peu dommage. Waiver pour tout le monde, c'est donner l'occasion à John Calipari, Sean Miller de convaincre un joueur un peu de venir et du jour au lendemain récupérer un top joueur. Moi, j'ai peur que ça rende l'effort toujours plus fort. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Eh bien, je pense qu'on peut être d'accord sur ce point. Et sur le point que les transferts, c'est bien pour les joueurs, mais il faut que ce soit contenu dans des règles claires et précises. Ouais, ça, enfin... Mais pour ça... Mais de toute manière, c'est un débat sans fin sur lequel on peut revenir à chaque semaine si on a envie d'en parler. Mais le débat de cette semaine, on va le clôturer sur ces belles paroles. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous donner vos avis. Et peut-être qu'on reprendra certains commentaires si vous avez des questions dans la prochaine émission. Effectivement, puisque là on a un live différé, malheureusement. On enregistre dans les conditions du direct, voilà, c'est ce qu'on va dire. Mais du coup, on est toujours à disposition dans les commentaires, sur Discord. Vous avez le lien en haut à droite de la vidéo, gauche de la vidéo, au même titre que le Twitter, où on peut vous répondre pour n'importe quelle question évidemment. Cette vidéo, vous la trouvez certainement sur YouTube puisque vous y êtes à l'instant T. Mais on se retrouve sur Twitch au plus rapidement. Les problèmes devraient être réglés. Donc on se dit à très vite. Likez la page YouTube. Followez-nous sur Twitch également. Et on se retrouve au plus vite pour un nouveau Tailgate on Campus avec la rédaction de Midnight on Campus justement. Donc on vous souhaite bonne semaine. À bientôt Hugo et Bastien. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde. À très vite. Salut. Et ciao ciao.